Bonjour, je suis Mathilde Rival, je suis professeure de management public au Conservatoire national des arts et métiers. Je dirige également le laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action. Alors je suis ni médecin, ni spécialiste de près ou de loin des épidémies. Je suis chercheur en sciences de gestion, c'est-à-dire que j'étudie les organisations, que ce soit des entreprises, des associations, des collectivités publiques également, dans la manière dont elles mettent en œuvre un certain nombre de leurs activités, dont elles les organisent à travers des fonctions comme par exemple la stratégie, le marketing, la comptabilité, la gestion des ressources humaines. Alors c'est de ce point de vue, de l'organisation, que je peux essayer, de vous donner quelques éléments de compréhension, sur, un phénomène qui émerge durant, ce contexte de coronavirus. C'est celui de l'État, gestionnaire, et on parle même de crise, de la gestion, publique, de cet épisode, coronavirus. Hem, on le voit bien dans l'actualité, l'État serait un mauvais logisticien, il n'y a pas assez de masques. L'État serait un mauvais comptable parce qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux. L'État serait un mauvais gestionnaire de ses ressources humaines, pas assez de personnel soignant. Voilà, donc c'est de cette association un petit peu contradictoire entre gestion, État, management, sphère publique, dont je peux vous parler, en essayant de voir, comment ça s'applique pendant cette crise, et ce que ça dit, un petit peu, de ce que sera probablement, un management public qui serait repensé et de ce que, il va falloir abandonner, de ce qu'on peut imaginer abandonner dans ce qui existe aujourd'hui. Alors, la première question que l'on m'a posée à ce sujet, c'est: «Qu'est-ce que c'est que ce management public?» Qui est pas familier à tout le monde. Ah bah, écoutez, c'est assez simple, hein, c'est contenu dans la terminologie. C'est le management, c'est l'application des principes de gestion des entreprises aux organisations de la sphère publique. Si on veut donner un exemple, hein, un des pionniers de ce management privé, hein, dans l'entreprise, c'était Henri Fayol, qui était un ingénieur français et qui, dès 1916, édicte 5 principes du management qui sont toujours utilisés aujourd'hui dans les entreprises, hein. Il dit gérer, c'est prévoir, c'est-à-dire anticiper, planifier, hein. Ensuite, deuxième élément, organiser, hein, mettre à la disposition de l'entreprise des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières. Troisième élément de management, d'après Henri Fayol, commander, transmettre les ordres, ça on comprend. Quatrième élément, coordonner, assurer la cohérence finalement des différentes fonctions de l'entreprise. Et dernier élément qui est important, c'est contrôler, hein, ce qui a donné le contrôle de gestion dans les entreprises. Bon, ces 5 principes, évidemment, ils sont datés. Néanmoins, ils sont toujours utilisés aujourd'hui dans les entreprises et théoriquement aussi quand on est à la tête d'un État. Et pour autant, si on regarde un petit peu la manière dont Donald Trump a, heu, pris en charge, la crise du coronavirus aux États-Unis, on voit bien qu'il y a eu des ordres contradictoires qui ont été donnés. Le 28 mars, il renonce à placer en quarantaine un certain nombre d'États, notamment l'État de New York, alors qu'il l'avait annoncé juste avant. Hem Et aujourd'hui, on sait bien, dans quelle, situation dramatique la pandémie place, l'État et plus précisément la ville de New York. Dans cette, affaire, je crois que c'est même pas une question de mauvaise gestion publique. Il y a pas de gestion de l'État fédéral aux États-Unis. C'est souligné par la plupart des commentateurs. Il y a, un management qui est fait, au plus près finalement, dans chaque grande ville, ou dans chaque État. Il y a pas de prévision, pas d'organisation, pas de coordination, pas de contrôle. On ne retrouve pas ces éléments de management. Alors un élément qui est important dans le management également, des entreprises privées et qui peut tout à fait s'appliquer, à la sphère publique, et sur lequel on peut s'interroger, dans cette crise, c'est la question de ce qu'on appelle l'alignement stratégique. Alors l'alignement stratégique, c'est l'idée que, il y a des décisions stratégiques de long terme, qui sont des décisions assez générales, qui impliquent l'ensemble de l'organisation et puis des décisions plus de court terme, qu'on appelle des décisions opérationnelles, qui impliquent plutôt certaines fonctions de l'organisation et stratégie et opérationnalisation doivent être alignées
pour la bonne marche de l'entreprise. C'est le cas aussi dans la sphère publique, c'est le cas d'un État par exemple. Alors si on prend le cas de cette fameuse crise des masques, hein, on manque de masques, notamment on manque de masques FFP2 qui sont davantage volumineux mais davantage protecteurs en France par exemple. Donc ça c'est une question de gestion des stocks en fait, hein. On retrouve ce mot gestion qui est la partie opérationnelle finalement que l'on peut étudier dans ce cas de figure. Donc la gestion des stocks c'est quoi? C'est l'idée à moindre coût de mettre à la disposition avec des délais, des volumes et un service satisfaisant ce dont a besoin le client. Alors le coût de stockage, bon, bah, il y a le coût de passation de la commande et puis après le coût de stockage en lui-même, qu'est-ce que c'est? Ça va dépendre du prix du bien que l'on a acheté. Ça va dépendre aussi de son volume parce que ça impacte la surface de stockage qu'il faut acheter ou louer. Et puis, il faut prendre en compte aussi la question du risque qui pèse sur ce stock, sur ce produit que l'on stocke. Par exemple, la question du délai de péremption, hein. Votre yaourt, il est bon jusqu'à une certaine date. Et alors ça concerne évidemment les masques. Et de ce point de vue-là, la gestion par l'État français, qui est très critiquée aujourd'hui, qui a été de ne pas stocker beaucoup de masques FFP2, mais de privilégier des stocks de masques chirurgicaux, elle est assez rationnelle. C'est-à-dire que les masques de type FFP2, ils coûtent 10 fois plus cher que les masques chirurgicaux. Ils sont également beaucoup plus volumineux. Et puis, ils ont des délais de péremption plus courts. Donc, d'un point de vue de rationalité financière, euh, si on considère que la gestion publique, c'est de la rationalité financière, ce qui n'est absolument pas mon point de vue, mais on peut considérer que c'était donc une bonne décision de gestion opérationnelle, mais se pose la question de son alignement avec la décision stratégique. Et qu'est-ce que c'est que la décision stratégique en la matière? C'est de regarder un petit peu quel va être le coût de la rupture de stock. Qu'est-ce que c'est que les conséquences pour un État de manquer de masques pour protéger ses soignants? Bah, c'est le prix de la vie. Je vais y revenir après. Par la suite, le problème de la vie, c'est que c'est difficile à évaluer. C'est impossible, en vérité, à évaluer. Et donc, on voit bien que dans cette gestion de la question des masques, il y a eu un non-alignement de la question de la stratégie et de la question de l'opérationnel au niveau de l'État français. Alors, une question qui m'a été posée, c'est d'où ça vient, cette histoire de management? Quelle est l'origine du management dans le secteur public? Alors, ça date précisément en France de 1968. C'est la date à laquelle est arrivée, a été mise en place au budget ce qu'on a appelé une politique de rationalisation des choix budgétaires. C'est une technique de gestion des finances publiques qui suppose en permanence, de manière tout à fait systématique, une analyse coût-rentabilité. C'était importé d'un programme américain qui s'appelait le Planning Programming Budgeting System, qui est assez équivalent. Et puis par la suite, on a abandonné assez vite, hein, notamment officiellement dans les années 80, cette politique qui fonctionnait pas bien, mais qui a été tout de suite remplacée par ce qu'on a appelé le nouveau management public, qui est guère différent, qui est l'implémentation d'outils venant du privé dans la sphère publique. On a parlé de marketing territorial, de contrôle de gestion à l'hôpital, de comptabilité dans ces différentes activités publiques également, que sont par exemple les universités. Euh, ce nouveau management public, il a été importé notamment comme un petit peu une mode managériale par les grands cabinets de conseil américains qui avaient des filiales en Europe et qui conseillaient également non seulement les entreprises, mais les structures publiques et qui finalement proposaient le même genre de solutions à des structures de nature assez différente. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement à la crise du coronavirus, on peut évidemment se préoccuper de la question de la gestion de l'hôpital français historiquement, hein, puisqu'on en était à l'origine de cette rationalisation financière, de cette vision du nouveau management public. Alors, au sujet de l'hôpital, vraiment, je vous conseille les travaux de ma collègue Marie-Astrid Leteul. Elle est chercheure au LIRSA, comme moi. Marie-Astrid, elle travaille depuis 15 ans sur la question de l'hôpital public en France. Elle a notamment tourné un documentaire qui s'intitule justement Le prix de la vie.
C'est un documentaire qu'elle a tourné en 2009 puis en 2011. Il est disponible sur YouTube, il y a un lien sur le site du laboratoire. Et alors c'est un documentaire qui est complètement édifiant. Je reprends ces mots, hein. Elle explique en fait comment le plan hôpital qui a été lancé dès 2003 pour une application en 2007 prévoit ce qu'on appelle la tarification à l'activité, la T2A, qui est aujourd'hui bien connue. Auparavant, chaque hôpital disposait d'un budget qui était ajustable, qui était un budget annuel. Avec la T2A, c'est chaque acte qui est classifié, qui est codé, qui est évalué. Et on évalue de cette manière-là également le temps d'occupation d'un lit par patient. Et c'est l'implémentation de cette politique qui donne aujourd'hui la question du cruel manque de lits à l'hôpital, que l'on voit évidemment, c'est la raison pour laquelle on voit se multiplier des systèmes un petit peu de secours, des hôpitaux de campagne, etc. Alors, la question de la T2A, elle peut s'appliquer de manière assez pertinente, hein, à des secteurs de la médecine. Par exemple, en chirurgie, on peut tout à fait coder, nous disent les médecins, des actes. En revanche, il y a beaucoup d'actes qui apportent du bien-être aux familles, du bien-être aux patients, et qui ne rentrent pas, qui ne sont pas une source de revenus pour les médecins, ce qui pose un problème dans un certain nombre de services. On le voit, aujourd'hui, un grand nombre de patients sont dans des situations très critiques, voire des situations de fin de vie. La question du dialogue avec les familles, du temps consacré aux patients, qui est du temps, plus de nature, j'oserais dire, éthique et philosophique, eh bien, il n'est pas codé. Il ne donne pas lieu à la mise en place d'un budget, pour le chef de service, qui fait le choix, eh bien, de consacrer une place importante dans son protocole à ces éléments-là. Alors c'est pas du tout le recours à la gestion et au management, hein, qui est rejeté par les médecins, mais c'est simplement, la manière dont ça peut être utilisé, une gestion finalement à court terme et à périmètre restreint. D'ailleurs, certains médecins invoquent tout à fait, les rapports de la Cour des comptes pour venir à leur secours, en indiquant qu'il y a d'autres, lieux que les lits d'hôpitaux pour faire des économies. Alors une autre question qui m'a été posée, troisième question, c'est, on voit bien, hein, les limites du système en termes de rationalité financière, mais y en a-t-il d'autres? Alors oui, il y en a d'autres, on peut s'intéresser en cette période, qui met en avant, évidemment toute le mérite du personnel soignant, justement, à ce qu'on appelle la question de la souffrance au travail, hein. Je l'ai dit en introduction, l'État serait un mauvais gestionnaire des ressources humaines. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de gestion des ressources humaines? Hem, eh bien, on peut peut-être en revenir à la question de la motivation finalement, du personnel qui décide, eh bien d'intégrer le service public. Ce sont des choses qui sont très, très bien étudiées en recherche. Il y a des recherches en gestion des ressources humaines qui mettent en évidence un certain nombre de critères convergents, qui expliquent ce qu'on appelle la motivation de service public. Alors par exemple, on va mesurer, hein, assez précisément sur des échelles qualitatives, l'opportunité de participer à la formation et à la mise en œuvre des politiques publiques qui va attirer certains, d'autres l'engagement pour l'intérêt général, voire, et encore une fois on peut le mesurer, la notion de compassion et d'abnégation. Et donc plus que la question du salaire, heu, qui est évidemment une question importante, hein. Le président de la République a annoncé que le personnel soignant aurait une prime à l'occasion de la crise et ça paraît bien normal. Il faut quand même se souvenir, hein, qu'une infirmière, débutante, elle gagne 1,2 fois le SMIC, à 1 450 € net. Mais plus qu'une question de motivation par le salaire, la motivation du personnel, dans le service public et par exemple là, dans la question du soin, c'est la question du contenu du travail. Par exemple, pouvoir consacrer du temps à la relation aux patients. Aujourd'hui, les soignants, indépendamment de la crise, hein, ils n'ont plus ce temps, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les services hospitaliers. Et donc, une des limites, hein, pour en revenir à la question qui m'a été posée, de ce nouveau management public, c'est, ce qu'on peut appeler, de manière assez forte, hein, mais réelle, la question de la souffrance au travail, des agents publics. Une dernière question porteuse d'espoir qui m'a été posée, c'est, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? L'État peut-il, innover en manière de gestion? Alors oui, et c'est bien ce mot innovation, qui est régulièrement choisi.
face aux limites du nouveau management public que je vous ai évoqué depuis une vingtaine d'années, on va parler d'innovation plutôt que de management en matière de recherche, comme de manière assez pratique. Alors, c'est pas juste une question de sémantique, Dieu merci. Qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière ce vocabulaire? Alors, il y a par exemple un certain nombre de services interministériels, par exemple la Direction interministérielle de la transformation publique, la DITP, qui proposent, qui promeuvent des recherches et des pratiques autour d'un certain nombre de dispositifs managériaux un peu plus légers pour faire diffuser une culture de l'innovation plus agile. Alors on va parler par exemple du design, des labs, de la gestion de projet qui est bien connue en entreprise. La gestion de projet, c'est une unité de temps, une unité de lieu et des personnes détachées de la hiérarchie finalement pour aboutir à un projet commun. On voit bien qu'avec cette période de crise, finalement, la bureaucratie très pesante de l'administration, elle est vraiment remise en cause, parfois pour le meilleur, c'est-à-dire que on va pouvoir agir de manière un peu plus libre, un peu plus agile pour répondre à l'urgence. C'est ça la gestion de projet qui est institutionnalisée dans un certain nombre d'entreprises. C'est comme ça que, par exemple, la Twingo avait été inventée en son temps par Renault, mais un certain nombre de collectivités locales, par exemple, avaient mis en place ce type de pratique. Alors, un exemple un petit peu plus pointu que je pourrais vous donner, c'est l'outil managérial qui s'appelle le nudge. Alors, qu'est-ce que c'est que le nudge? En anglais, ça veut dire coup de coude. C'est un outil des sciences dites comportementales qui sont pas mal utilisées en sciences de gestion. L'origine, c'est un économiste qui s'appelle Daniel Kahneman, qui est prix Nobel en 2002, qui est à la fois psychologue, économiste, et qui étudie la question de l'intuition dans la prise de décision, la part d'intuition, la part de rationalité. Et donc, ce nudge, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée finalement d'une incitation qui ne se voit quasiment pas, qui est très peu technologique, très peu technique, très peu coûteuse en général, et qui va permettre de mettre en marche, si j'ose dire, la partie de la population qu'elle cible. L'idée, c'est d'influencer des comportements sans coup férir, en quelque sorte. Alors, un exemple qui est très connu, qui peut prêter à sourire, mais ça marche, c'est mesuré. C'est la poubelle que vous avez dans le métro, qui est déguisée en panier de basket, et donc vous êtes beaucoup plus incité à jeter votre papier dedans qu'à côté. Et ça, économiquement, ça fonctionne très bien pour les services publics. Il y a un meilleur environnement qui est proposé aux usagers dans le métro, et puis on fait des économies de nettoyage. Alors le nudge appliqué à la crise du coronavirus, on n'est pas encore très au clair sur ce que ça va pouvoir être, mais la DITP nous a prévu une petite session de formation le 6 avril, que je vous invite à aller voir sur leur site. L'idée, c'est comment faire, par exemple, pour que les Français restent confinés à l'approche des vacances de Pâques. Alors certains chercheurs tout à fait sérieux émettent l'idée que la complexité un petit peu des attestations à remplir par écrit à chaque sortie serait une forme de nudge finalement pour désinciter la multiplication des sorties. Deux remarques que je voudrais faire pour terminer sur la question de cette modernisation du management public, de cette innovation publique. Deux petites remarques qui sont des sources de vigilance. Alors, la première, c'est beaucoup de cette modernisation, elle va passer par la dématérialisation. Il y a une direction du numérique à l'État qui propose beaucoup d'applications et c'est souvent très bien fait pour simplifier le service public via les smartphones. Bon, alors ça c'est parfait. Simplement, c'est agile, c'est moderne. Simplement, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a à peu près 11 millions de personnes qui sont aux frontières de ce qu'on appelle l'illettrisme numérique, soit pas en capacité d'accéder à des ordinateurs, soit ils ne savent pas s'en servir ou mal. Cette dématérialisation, elle est évidemment complètement accentuée en période de coronavirus. Toutes celles et ceux qui, comme moi, ont des enfants, vivent cette fameuse question de l'école à distance. On fait nous-mêmes cours en tant qu'enseignants via des outils numériques qui sont certes très performants, mais qui peuvent, dans certains cas, notamment pour les enfants qui ne sont pas autonomes, générer un certain nombre d'inégalités. Ça a été rappelé hier, je crois, par le défenseur des droits Jacques Toubon dans un article du Monde que j'ai trouvé très pertinent. Et alors ce que je voulais vous dire à ce sujet, c'est innover, numériser le service public comme une nouvelle forme de management public, y compris dans le cadre de cette crise, c'est formidable. N'oublions pas quand même
l'égalité devant le service public qui est le principe même de la République française et donc la question du sens et de l'éthique, hein, qui est mise dans ce service public. C'est vrai pendant la crise et il faudra continuer à y songer après la crise. Dernière source de réflexion sur cette modernité, hein, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau pour la gestion publique? C'est ce qu'on appelle l'hybridation des acteurs publics et privés. Alors on l'a vu, ça prête parfois à sourire. Pendant cette crise du coronavirus, beaucoup d'entreprises proposent leurs services. Alors Chanel et Guerlain font du gel hydroalcoolique. Lamborghini, j'ai vu ça hier, j'ai vérifié, propose de faire des masques. On avait vu avant en Italie également, les Italiens sont évidemment très mobilisés, des entreprises du luxe dont c'est pas du tout l'activité habituelle, hein, comme Armani ou Prada proposer ce type de service. Alors, d'un point de vue moins marketing et qui prête moins à confusion, on voit que certaines entreprises vont mettre à la disposition de l'État dans cette période de crise, mais pas uniquement, vraiment leur savoir-faire, y compris technologique. C'est le cas par exemple de Dyson et puis de Decathlon, qui ont des prototypes qui permettent de construire plus rapidement des respirateurs. Alors, cette collaboration public-privé, elle n'est pas réservée qu'aux grandes entreprises. Ça peut être le cas de petites entreprises. On voit des petits, des petites entreprises qui se proposent également de fabriquer des masques. Et même, elle est étendue bien souvent à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le monde associatif. Il y a aujourd'hui, par exemple, tout un monde des makers qui, avec leurs imprimantes 3D, vont apporter leur pierre à l'édifice et plutôt être sur une aide de proximité, par exemple, sur les structures de soins de leur territoire. Et donc cette collaboration publique-privée, c'est vraiment une forme qu'on découvre pas, hein, avec la crise, qui préexistait, mais qui est, à mon sens, et avec beaucoup de précautions sur ce que j'ai dit auparavant sur la question du sens, de l'éthique que doit apporter le service public, une piste pour l'innovation publique. Alors en conclusion, si je dois résumer mon propos, l'État, en France ou à l'étranger, ne s'est pas improvisé gestionnaire à l'occasion de la crise, du coronavirus évidemment, hein. Ces préoccupations managériales, si j'ose dire, elles existent depuis une quarantaine d'années à tous les niveaux du secteur public, du local, à l'européen, en passant par le national, et vous l'avez vu, pour le meilleur comme pour le pire. Cette pandémie représente clairement une menace, hein, pour nos services publics qui sont mis sous tension. Moi, je pense que cette crise du coronavirus, elle signe la fin du management public basé sur une rationalité financière qui avait montré ses limites bien avant. On peut légitimement estimer et espérer en fait, hein, que comme beaucoup de crises, cette crise sera l'occasion de bâtir de nouvelles fondations et donc pour les structures publiques d'innover peut-être de nouvelles manières dans le respect, comme je l'ai dit, des valeurs publiques et puis en co-construisant avec différents acteurs, évidemment des acteurs productifs du privé, mais surtout sans les oublier, les usagers et les citoyens de manière plus large, puisque c'est ça le principe du management public dont il était question finalement au début de cet exposé. Écoutez, j'espère que tout ça vous aura intéressé d'une manière ou d'une autre et je vous remercie de votre attention.